Alors que 2 mois se sont écoulés depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, nous pouvons tenter de tirer les premières conclusions générales. D'autant plus que nous avons vu récemment Kiev déplacer le 9e corps d'armée ukrainien avec le 10e. D'autre part, l'Ukraine prévient que la Russie a rassemblé 100 000 soldats ainsi que 900 chars et 370 systèmes MLR en direction de Kupiansk. Mais d'abord, regardons sur carte. Commençons par le traditionnel examen de la carte et terminons par l'évaluation de l'état actuel de la guerre, basée sur le voyage de Konrad Mizuka en Ukraine, avec Franz Stefan Gady, Mike Kaufman et Rob Lee. Région de Kharkiv. La situation opérationnelle générale de la région de Kharkiv est restée inchangée. Les Russes ont poursuivi leurs attaques tactiques près de Masyutivka, Liman Perchi et Sinkivka. Au cours du week-end, une source russe a déclaré que les forces russes avaient capturé plusieurs positions près de 2 premières localités. Selon Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense dans la région de Kupiansk, les Russes ont mené activement des opérations d'assaut pour pousser les Ukrainiens à traverser la rivière Oskil. Ces tentatives ont toutefois échoué. Bien que nous n'ayons pas pu confirmer ces développements, une source russe a affirmé lundi que l'activité ukrainienne près de Kupiansk était élevée, indiquant des préparatifs pour une offensive. Des éléments de la 95e brigade d'assaut aérien auraient été observés près de Sinkivka. Le ministère russe de la Défense a affirmé que la 95e brigade d'assaut aérien ukrainienne avait lancé une contre-attaque près de Masyutivka et de Petropavlovka, ce qui laisse penser que les Ukrainiens menaient des attaques terrestres limitées dans la région. L'absence quasi totale de preuves visuelles d'un quelconque changement sur la ligne de front nous empêche de comprendre l'état actuel des choses dans l'axe de Kupiansk. D'une manière générale, nous n'avons pas remarqué de changement significatif dans l'implication des militaires russes dans la région de Kharkiv. Et nous ne nous attendons pas à des changements majeurs dans leurs opérations en direction de Kupiansk. D'un autre côté, nous devons souligner que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore de preuves qu'il n'y a pas de préparatifs en cours. Région de Lugansk. Ces dernières semaines, les Ukrainiens ont averti que les Russes avaient déployé 100 000 hommes, soutenus par plus de 900 chars et 310 systèmes MLR, en direction de Lugansk et de Kharkiv. Dans le même temps, les Russes ont renforcé leur contrôle sur les habitants des territoires occupés dans la région de Lugansk afin de les empêcher de fournir des informations sur les mouvements des forces russes aux forces armées ukrainiennes, UAF. Des points de contrôle supplémentaires ont été mis en place dans le district de Svatove et la circulation entre les villages a été restreinte. Dans ce contexte, des sources russes ont rapporté que Serhivka et Nadia avaient été capturés le 25 juillet. Les Russes ont également réalisé une percée de 8 km de large et de 7 km de profondeur. La source ajoute que si les Russes s'emparent de Kopanki, à 2 km de la ligne de front, ils prendront le contrôle de toutes les hauteurs dominantes. La cible suivante serait Borova, le principal centre logistique de l'ensemble du groupement ukrainien, en direction du Lugansk. Une source ukrainienne a déclaré que si une certaine stabilité a été obtenue sur le flanc sud, près de Karmazanivka, les Russes se sont en effet emparés de Serhivka et de Nadia. La source a également ajouté que Novogérivka était sous le contrôle russe. Certaines sources russes ont affirmé que les Russes avaient traversé la rivière Zerebets, près de Novoyaorivka, et étendu la tête de pont. Les Ukrainiens ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient lancé des contre-attaques, repoussant les unités russes. Toutefois, ce n'est que vendredi soir que les premières images géolocalisées ont été diffusées, confirmant les gains réalisés par les Russes ces derniers jours. Une autre source russe a affirmé que les unités russes avaient capturé 59 km² au cours de la semaine, près de Kamarzinivka. La situation générale dans ces secteurs reste donc floue. S'adressant à CNN, le porte-parole du groupe oriental des forces armées ukrainiennes, Serhiy Sheravati, a déclaré « Nous ne confirmons pas cette information. La ligne tactique n'a pas beaucoup changé. » Selon une source russe, l'offensive russe est déroulée sur toute la ligne entre Sinkivka et Torske. Mais de notre point de vue, l'accent est mis davantage sur la partie nord de ce front. Plus au sud, les informations russes sur la prise de Novoselivske n'ont pas été confirmées, bien que la source ukrainienne ait déclaré que les opérations russes se concentraient sur Stelmarikivka. Une autre source ukrainienne a déclaré que, près de Novoselivske, qui a déjà changé de main plus de 10 fois, les Russes ont mené des attaques locales à pied pendant la nuit, mais sans succès. Notons ici
que vous pouvez vérifier chacune des sources mentionnées dans l'épisode en vous abonnant à Rohan sur Substack, où vous trouverez un lien vers chacune d'entre elles. Aucun changement n'a été signalé à Makivka, Lochanka et Chernovo-Popivka. Aucune source russe ou ukrainienne n'a signalé de changement près de Terny, Yampolivka et Nevsky. Il en va de même pour la région de Bilohorivka. Dans la région de Kremina, les combats de position se sont poursuivis dans la forêt de Serebryansky. Bien que les Russes y aient fait quelques progrès, aucune information détaillée n'a été fournie à ce sujet. Ces dernières semaines, la presse russe a fait état d'opérations ukrainiennes dans la direction de Lysychansk. Au cours des 7 derniers jours, des rapports sur des attaques ukrainiennes dans cette région ont continué à faire surface. Cependant, les Russes n'ont présenté aucune preuve confirmant d'importantes activités ukrainiennes près de Lysychansk. Ce rapport a été produit en coopération avec le centre analytique de Rohan Consulting, cité entre autres par le Wall Street Journal et le New York Times. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rohan publie un rapport de guerre quotidien appelé Ukraine Conflict Monitor, qui présente une analyse approfondie et unique du champ de bataille. Vous pouvez acheter l'accès à Ukraine Conflict Monitor via le lien dans la description. Région de Donetsk. Les forces armées ukrainiennes ont poursuivi leurs attaques dans la région de Bakhmut, qui est resté le centre de gravité des deux parties. Une fois de plus, d'après les médias sociaux, elles ont progressé au sud de la ville, mais ces affirmations n'ont pas encore été vérifiées de manière indépendante. Au nord, il n'y a pas eu de changement près de Spirne, Verkhno-Kamakianske, Vimka et Ivano-Darivka. Selon la source russe, le 22 juillet, les Ukrainiens ont repoussé les troupes russes jusqu'à Kromove, tout en repoussant une contre-attaque russe près de Riorivka. Des contre-attaques russes à petite échelle ont eu lieu près de Bodanivka et Orikovo-Vassilivka. Aucun changement n'est intervenu à Vasyukivka, Fedorivka, Rosolivka et Vesele. En ce qui concerne Bakhmut, d'après les commentaires des responsables ukrainiens, Kiev reste déterminé à libérer Bakhmut en menant des manœuvres de flanc. Dans le sud de la ville, les Ukrainiens ont continué à affronter les forces russes. Selon Anna Maliar, les FAU ont mené des attaques réussies dans le secteur et avancent progressivement et régulièrement. Lundi, elle a affirmé que 4 km² de territoire avaient été libérés dans le secteur de Bakhmut au cours des 7 derniers jours. Au total, les Ukrainiens ont probablement repris 35 km² au sud de Bakhmut depuis la mi-mai. L'un des développements les plus importants depuis notre dernier épisode est la bataille de Klishivka, que les Ukrainiens tentent de reprendre. Selon les derniers rapports, les Ukrainiens ont capturé la colline 197 et sont entrés dans le centre du village, mais la partie nord est toujours sous le contrôle russe. Par ailleurs, les forces ukrainiennes ont progressé près d'Andrivka. Lundi, Andriy Kovalyov, porte-parole de l'état-major général, a affirmé que les Ukrainiens s'approchaient presque de la localité. Mardi, une source ukrainienne a déclaré que les Russes avaient été repoussés hors de certaines parties du village. En se déplaçant vers le sud, ni les sources russes ni les sources ukrainiennes n'ont signalé de changement près de Keramik, Stepove, Krasnohorivka, Berdichi, Novokalinove, Vesele et Kamianka. Il en va de même pour les zones qui ont été le théâtre de violents combats comme Avdivka, Pervomaiske, Tonenke, Severne, Vodiane et Nevelske. Les attaques russes près de Marinka et Krasnohorivka se sont poursuivies, mais ont diminué en intensité au cours des 7 derniers jours. Région du sud de l'Ukraine. Le mercredi 26 juillet, les Ukrainiens engagent des éléments du 10e corps dans l'axe d'Orikiv. Cette évolution a probablement marqué une rotation des éléments du 9e corps, dont le potentiel offensif a été épuisé après 7 semaines de batailles intenses. Les données disponibles montrent que les forces ukrainiennes ont progressé vers le sud et capturé plusieurs bastions et tranchées russes à l'est de Robotine. Elles n'ont pas encore atteint la première ligne de défense, et la poursuite de leur progression dépend de leur capacité à maintenir leur élan. Les Ukrainiens sont donc déterminés à poursuivre leurs attaques en direction de Tokmak. Mais commençons par l'axe Velika-Novosilka. Après avoir libéré Rivnopil le 26 juin, les Ukrainiens ont récemment poursuivi leurs attaques et se sont progressivement rapprochés de Staromayorsk. Mercredi, ils auraient pris pied dans le village et l'auraient pris jeudi. Nous comprenons qu'après la libération de Staromayorsk, les Ukrainiens ont ensuite essayé d'avancer vers Urozaine, un village voisin, mais aucune information sur la situation dans ce village n'a été publiée.
nous n'avons pas connaissance de rotations en cours des forces ukrainiennes combattant sur l'axe Velika-Novosilka. Les attaques sont toujours menées par les unités impliquées dans la contre-offensive depuis le début. Si aucune force supplémentaire n'est déployée, le potentiel offensif ukrainien, déjà fortement sollicité, pourrait culminer. Les unités ukrainiennes ont également attaqué les positions russes près de Prioutne, mais aucune information n'est apparue dans les sources ouvertes, confirmant d'éventuels gains territoriaux près de la localité. À l'ouest, depuis vendredi, Kiev a engagé le 10e corps dans des attaques à l'est de Robotyne afin de revigorer ses attaques dans l'axe d'Orikiv. Mercredi, les Ukrainiens ont lancé une importante poussée mécanisée au sud d'Orikiv. Il s'agit de la plus grande utilisation de blindés depuis le début de la contre-offensive au début du mois de juin. Le ministère russe de la Défense a estimé que l'attaque avait été menée par 3 bataillons renforcés par des chars. Pour résumer, l'attaque initiale menée par la 47e brigade mécanisée impliquait 3 compagnies renforcées. Un blogueur russe a affirmé que les Ukrainiens avaient déployé 80 véhicules blindés, d'autres 30, bien que la véracité de l'une ou l'autre de ces affirmations ne soit pas claire. Du point de vue de la ligne de front, les unités ukrainiennes ont réussi à avancer à l'est de Robotyne. Cela signifie que certaines lignes défensives russes ont été percées, bien que les Ukrainiens n'aient toujours pas atteint la première ligne principale russe. Les Russes conservent également des positions à Robotyne. Le déploiement du 10e corps a probablement déclenché l'engagement du 1429e régiment de fusiliers motorisés dans la région pour bloquer les attaques ukrainiennes. Lors de la contre-offensive, le 10e corps a été gardé en réserve et devait vraisemblablement être déployé pour exploiter les brèches dans les lignes défensives russes lorsque les forces du premier échelon, 9e corps, réaliseraient une percée. Comme rien de tel ne s'est produit, le 10e corps n'a pas été engagé. Le déploiement du corps peut apporter de multiples dividendes. L'unité est fraîche, équipée de matériel de fabrication occidentale, et son commandement, y compris le commandement opérationnel sud, a eu le temps de réfléchir au premier jour de la campagne, lorsque le 9e corps a été stoppé après une brève avancée. D'autre part, le fait que le 10e corps soit au combat signifie que le commandement ukrainien ne s'attend pas à une percée soudaine, car aucune force importante n'est maintenue en réserve. D'une manière générale, le manque de réserves disponibles pourrait également entraver les opérations ukrainiennes à moyen terme. On peut supposer que le 9e corps disposera de 6 à 8 semaines pour reconstituer sa puissance de combat avant d'être redéployé sur la ligne de front. Presque aucun combat direct n'a lieu dans la partie occidentale de l'axe d'Orikiv. Quelques tentatives offensives sont apparues mardi, mais n'ont pas modifié la ligne de front. La situation dans l'oblast de Kherson n'a pas connu de changement significatif récemment. Les forces russes ont poursuivi leur frappe d'artillerie de routine sur Kherson et sur les positions ukrainiennes au nord de la rivière Dniepr. Le mercredi 26 juillet, les Russes ont lancé la 3e vague de missiles la plus importante depuis le début du mois de mars. Ils ont tiré 43 missiles, dont 3 calibres, 36 missiles de croisière Kh-101, Kh-555 et 4 missiles balistiques à lancement aérien Kinzhal. Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 3 calibres et 33 Kh-101, Kh-555. Aucun Kinzhal n'a été officiellement intercepté. Les attaques visaient à nouveau Odessa et ses infrastructures portuaires. La dernière frappe a touché un terminal de fret et un poste de garde, tuant une personne. Les tentatives russes d'empêcher l'exportation des produits agricoles ukrainiens se sont donc poursuivies. Mais nous estimons que les Russes ne seront pas en mesure de maintenir des frappes aussi lourdes sur Odessa au cours des prochaines semaines. Le nombre de Shahed employés a également diminué récemment. D'un autre côté, Natalia Humeniuk, porte-parole du commandement ukrainien sud, a déclaré cette semaine que les Russes lançaient des charrettes qui avaient été assemblées en Russie. C'est ce que prouvent les marques sur les restes des drones qui ont été trouvés après les dernières attaques. Conclusion. Aujourd'hui, 2 mois après le début de la contre-offensive, essayons d'en tirer les principaux enseignements en nous basant sur le voyage de Gadi, Muzika, Kaufman et Lee en Ukraine. Ce sont principalement les fantassins, soutenus par l'artillerie, qui mènent la bataille, avec une progression lente et calculée, en raison d'une mobilité limitée. Les unités mécanisées sont moins sollicitées, car elles disposent de moins d'équipements pour manœuvrer, comme des outils de déminage, des défenses antiaériennes et des armes antimissiles. Les champs de mines entravent la progression,
Mais le principal obstacle qui empêche l'Ukraine de percer les défenses russes est son incapacité à exécuter des attaques plus importantes, synchronisées et coordonnées. Au lieu d'être coordonnées, ces opérations se déroulent consécutivement, ce qui se traduit par une progression lente et une vulnérabilité accrue aux ATGM et à l'artillerie russe. Ainsi, au-delà de l'équipement, le problème réside dans l'absence du démantèlement stratégique du système de défense russe. La vue d'un véhicule, en particulier d'un véhicule blindé, provoque une réponse immédiate des ATGM ou de l'artillerie, ce qui permet de contrer la technologie supérieure de l'Ukraine, comme le Bradley ou le Léopard 2A6. Malgré l'amélioration de la capacité de survie des unités blindées, leur utilisation est actuellement limitée. Pour que les équipements occidentaux de l'Ukraine soient stratégiquement décisifs, il faut améliorer la synchronisation et l'adaptation des tactiques. Ce changement lent est en train de se produire. M. Gadi affirme que la plupart des armées de l'OTAN auraient des difficultés à synchroniser efficacement une telle attaque. Mais ce n'est pas une consolation pour Kiev. Les Ukrainiens peuvent mener des attaques à petite échelle, mais peinent à mener des offensives coordonnées de plus grande envergure, comme l'a montré l'échec des frappes initiales de la 47e brigade mécanisée. En outre, l'absence d'un réseau de défense aérienne à moyenne portée permet aux Orlandis russes de voler près de la ligne de front sans être dérangés. S'il est possible de les prendre pour cible, cela n'est pas rentable compte tenu des contraintes de ressources et des risques liés au rapprochement de la défense aérienne du front. La contre-offensive ukrainienne repose en grande partie sur des attaques directes contre les positions russes, complétées par une approche de bataille en profondeur. En raison de la forte densité de l'ISR, de l'ATGM et de l'artillerie russe, les frappes ukrainiennes sont souvent limitées à des unités de la taille d'une section. Souvent, les unités de Storm Z constituent la première ligne de défense, soit qu'elles battent en retraite, soit qu'elles se battent jusqu'au bout. Une fois de plus, l'Ukraine subit des pertes contre ce que la Russie considère comme des forces inutiles, comme dans les batailles précédentes telles que Bakhmut. Par conséquent, la stratégie de l'Ukraine a évolué vers l'attrition, privilégiant les tirs séquentiels à la manœuvre. Cela explique le rôle essentiel des armes à sous-munitions qui affaiblissent suffisamment les défenses russes pour permettre les manœuvres. Le point de vue selon lequel les progrès ukrainiens sont uniquement entravés par l'insuffisance de l'approvisionnement en armes est trop simpliste et n'est pas repris par les commandants et les soldats de la ligne de front. Alors qu'une guerre d'usure exige un approvisionnement régulier en artillerie et en matériel, l'absence de progrès est souvent attribuée à de mauvaises tactiques et à un manque de coordination des unités, à des problèmes bureaucratiques, à un mode de pensée de type soviétique et à une résistance russe acharnée. Au cours des 6 derniers mois, les Russes se sont préparés efficacement à la défense du sud de l'Ukraine et leurs efforts ont porté leurs fruits. Malgré les préparatifs ukrainiens, le manque de temps et d'expérience des soldats a entravé la coordination des attaques. Le résultat probable est une lutte d'usure épuisante, avec des renforts progressifs dans les semaines et les mois à venir. Pour relancer la contre-offensive, le haut commandement ukrainien a dû introduire des troupes fraîches. Sur le plan opérationnel, l'engagement du 10e corps change beaucoup. Les attaques mécanisées se sont avérées tactiquement fructueuses, repoussant les lignes de front vers le sud, près de Robotyne. Toutefois, il sera difficile pour Kiev de maintenir cet élan, car les fortifications russes s'intensifient. À mesure que les Russes se replient sur de nouvelles positions, le rythme et les ressources de l'attaque ukrainienne risquent de se dégrader. Les prochains jours nous diront comment la 10e campagne progresse et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les semaines à venir. Les semaines et les mois prochains ne seront certainement pas faciles. L'évaluation de la situation présentée ci-dessus n'est certainement pas agréable, mais il est vital de communiquer sur ces problèmes. Pour gagner, l'Ukraine a besoin de transparence et de vérité, même si c'est difficile.